Bonjour, bonjour et bienvenue à ce quatrième pas du Salon du promoteur littéraire online. Nous sommes le jeudi 27, ouais, c'est ça, 27, c'est avec les dates, jeudi 27. Et alors, le thème d'aujourd'hui, c'est, je pense, dont je lis, nous sommes à la suite des autres qui ont déjà super bien exposé. Nous avons eu de bons enrichissements depuis lundi et là, nous continuons jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, je pense, dont je lis, partie 2, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu un, je pense, dont je livre mardi à 11 heures. Et là, nous étions avec des auteurs toujours. Aujourd'hui, nous avons une autre vague d'auteurs. Et cette fois-ci, nous irons un peu plus au cœur de l'encre, de l'authenticité, ce raffinement que chaque personne compte apporter et comment cette personne va faire adhérer le public à cette écriture. Donc aujourd'hui, je suis avec Lydia, qui nous vient du Cameroun, c'est une jeune poétesse. Zénab, c'est une auteure aussi qui nous vient de la Côte d'Ivoire, qui nous vient d'Abidjan. Et Jean-Pierre Noël Batoum, lui qui vient du Cameroun aussi. Donc voilà. Bonjour, bonjour, chers panélistes. Bonjour Zénab, je commence par toi. Bonjour Zénab. Bonjour, comment ça va? Ah, ça va super, super bien. Tant que le sablier se déroule bien, donc, ça va. J'ai pas compris la question. De ton côté, comment ça va? Ça va très bien. J'espère également que les autres panélistes vont très bien. Merci et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. D'accord, si tu peux parler un peu plus fort, ou alors tu ajustes ton volume, je pense que ce sera mieux. D'accord, j'essaierai. Super. Lydia, comment ça va? Tu veux joindre depuis dans l'autre Cameroun? Ah, ça va, je vais très bien. Et vous? Super, super bien, merci. Ok. Alors, comment va la littérature à toi aujourd'hui? Je n'ai pas compris votre question. Comment va la littérature à Tchang aujourd'hui? Ça va très bien, très bien. On cherche l'inspiration, écrit et écrit encore. D'accord, vous cherchez l'inspiration, ça c'est super. Continuez un peu. Tchang, c'est une terre très fertile. La région de l'Ouest a une terre très fertile. Donc, vous n'allez pas creuser très profond, hein, ça va pousser assez rapidement. Donc, l'inspiration, elle est partout. Et puis, l'Ouest, c'est une très belle région aussi. Donc, voilà. Je crois que ça se trouvera très vite. Alors, Jean-Pierre, comment va Douala? Bonjour Ray, bonjour Lydia, bonjour Zena, bonjour chers internautes. Douala, ça va assez bien, la température est modérée et il menace de pleuvoir, mais je crois qu'il ne va pas pleuvoir. Et à Douala, même quand il pleut, il fait très chaud. Voilà. Donc, nous avons toujours le sang chaud. Oui, bien sûr, c'est ça. Douala est réputé pour ce sang chaud. Et bien sûr, c'est quelque chose qui lui est très particulier. C'est son ADN même déjà. Et donc, on espère véritablement que on verra la pensée que Douala compte livrer aux lecteurs aujourd'hui. Voilà. D'accord, très bien. Alors, je pense dans ce livre, qui est aussi le thème global de, de cette deuxième édition d'Acolyte, justement, comme vous pouvez le voir sur votre écran, je pense, dans ce livre, qui est le thème global de cette seconde édition du Salon du promoteur littéraire online, est donc le sujet qui est le vôtre aujourd'hui. Donc, c'est votre thème. Et j'aimerais commencer par toi, Lydia, qui est jeune auteur. Ton profil est particulier et je l'aime beaucoup parce que tu n'as pas encore publié de livre et tu écris beaucoup de poésie que tu publies plutôt sur les réseaux sociaux, tu publies sur ton compte Facebook et tout. Et tu t'es inscrit, tu t'es intéressé au salon du promoteur littéraire online. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à répondre à notre appel? Moi, quand on parle des initiatives littéraires, je suis toujours intéressée. Donc, quand je vois, je m'inscris toujours. Ok, et c'est la culture littéraire. Ok, ça c'est super, c'est vraiment une belle chose de t'avoir aujourd'hui. Et alors dis-moi, quand tu écris, dis-moi,
je ne parle pas d'inspiration, mais dis-moi à quoi tu penses quand tu écris. Ou alors, plutôt, je vais faire un peu plus simple. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? L'écriture, c'est ma passion, donc j'écris souvent parce que l'écriture, c'est d'abord tes émotions. Quand tu ne peux pas bien t'exprimer tes émotions, tu le mets sur papier. Mhm. Oui, bien sûr. Et la poésie, c'est un super moyen de pouvoir partager ses émotions. Alors, quand tu écris, est-ce qu'au début, tu te disais, bon, je vais écrire pour faire lire, ou alors tu te dis simplement, OK, ce sont mes émotions, je les écris, c'est comme mon petit journal, je consigne. Comment c'était au début, ton écriture? Tu écrivais pour qui? C'est d'abord pour moi et après, je me dis pourquoi si ça, quand je lis mes écritures, ça me soulage, peut-être ça va soulager d'autres personnes. Mhm. D'accord. Et puis, j'en profite pour saluer déjà Natacha Odonat qui est avec nous. Tous les jours depuis qu'on a commencé, chaque fois elle est là. Merci vraiment, Natacha, d'être des nôtres. Michael Nemba, j'espère te voir voilà, demain. Alors, déjà, je serai là-bas et j'espère que ça ira. Et bien sûr, Pauline qui nous suit, qui est en direct là avec nous aussi. Et bonjour à tous les autres qui viendront et à ceux qui sont déjà là et qui ne sont pas signalés. Bonjour. Alors, et je reste avec toi, Lydia. Maintenant, dis-moi, ta poésie, elle porte sur quoi essentiellement? La majorité sont sur la nature, la beauté, l'originalité, la personne, la conscience humaine, en gros. D'accord. Ah, ça, c'est très humain, déjà, ton texte. Donc, tu n'écris pas sur la politique, des choses comme ça. Tu ne vas pas écrire la politique, la guerre et toutes les autres. Mais en fait, ce sont des émotions plutôt. Mais tu n'écris pas sur les. Tu n'as pas d'activisme politique. Non. Oui. D'accord, super, ça c'est parfait. Zénab, maintenant je viens vers toi et la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est très riche, il y a pas mal de têtes que j'ai rencontrées. Et puis, voilà, on salue aussi le tout récent prix de Véronique Kadjo. J'espère que ça va continuer à faire éclore d'autres auteurs, ça va continuer à inspirer plusieurs personnes dans le futur, plus d'auteurs de celui qui arrivent à s'exprimer et à exporter cette écriture. Alors, Zénab, dis-moi, comme ça, déjà, toi, l'inspiration, comment tu la vis? Est-ce que c'est le produit de ta lecture ou alors c'est quelque chose qui vient, tu n'as pas de source particulière, c'est quelque chose qui te frappe tout simplement et puis voilà, tu te mets à écrire. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis plus dans la littérature jeunesse et donc quand D'accord. j'écris, d'abord pour transmettre quelque chose, c'est d'abord également à partir d'un vécu. Ça peut être à partir d'un vécu ou des situations également en rapport avec les enfants que je vais voir. Et donc, je vais décider à mon tour de transmettre ça, cela dans les livres. Et je voudrais ajouter également dans justement, comment dirais-je, après écrire un livre, c'est-à-dire que je vais également vers le public, donc notamment les enfants dans les écoles et tout, et à partir également de leur retour, de ce qu'ils vont me dire par rapport au livre qu'on aura lu ensemble, j'essaie d'évaluer pour voir effectivement si je suis en accord avec justement ce qu'ils me disent, ce que j'ai transmis dans le livre, et également ce qu'ils me donnent comme retour par rapport au livre. Voilà. Ah, ok, c'est parfait. Et puis, les enfants, c'est toujours. Zénab, ce que nous allons faire, c'est que tu vas couper ton micro pendant que je parle et tu l'ouvres au moment où tu vas reprendre la parole. Merci. Donc, ce qui est super important dans ton travail, c'est la question justement des enfants. Quand on se rapproche des enfants, voilà, c'est la base. Et c'est à partir de cet instant qu'on construit quelque chose. Alors, quels sont les sujets que toi, tu proposes aux enfants de façon générale? Quels sont tes sujets principaux? D'accord. Alors, les sujets principaux, déjà, je vais dire que je m'intéresse un peu plus aux minorités. Par exemple, pour mon premier livre, Zéina, la petite qui zouzoutait, je me suis intéressée un peu aux zozotements. Donc, le nom en Côte d'Ivoire, on va dire que c'est le fait de parler sur la langue. Donc, les enfants qui ont ce problème-là.
Et généralement, à l'école, il y a aussi, comment dirais-je, les violences en milieu scolaire et tout. Et donc, j'essaie également de toucher ce pan-là au niveau des enfants. Et en discutant avec les enfants, je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup présent dans nos écoles. En Côte d'Ivoire, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'harcèlement en Côte d'Ivoire au niveau des enfants, au niveau scolaire. Et je m'intéresse aussi, on pourrait dire, aux enfants qui ont un mauvais comportement. Voilà, là, cette fois-ci, c'était dans un livre audio où j'en ai parlé, parce que je m'intéresse aussi à la littérature, on va dire, aux livres audio, au podcast. Donc, c'était dans un livre audio au petit saumon qui, justement, a un mauvais comportement, qui est très impulsif. Je m'intéresse aux enfants également qui sont victimes, qui ont des problèmes, c'est-à-dire, on va parler de l'éléphantiasie, notamment. Donc, les enfants, on va dire les minorités, notamment, je m'intéresse plus à ce type de sujet-là. Ah, d'accord, c'est très vaste, c'est très, très ouvert. Et je suppose que c'est une bonne partie de toi, justement, de ces émotions que toi tu as par rapport à tous ces thèmes que tu vas communiquer. Et comment déjà, quels sont les retours? Quels sont les retours de tes lecteurs? Je parle de ces tout petits déjà eux-mêmes. Est-ce que quand tu les rencontres, comment sont les retours? Est-ce que tu as ce que tu espères ou alors est-ce que tu as des surprises? Et si on peut avoir une petite anecdote d'un de tes jeunes lecteurs, par exemple, un retour de tes jeunes lecteurs, par exemple. Je dirais que c'est la partie la plus intéressante, surtout dans, on va dire, dans mon processus d'écriture ou en tant qu'auteur, c'est la rencontre avec les jeunes lecteurs. C'est que déjà, les activités commencent par la lecture du livre. Et donc, quand on termine de lire, on va prendre le cas du livre Zeina, la petite qui zouzotait. C'est que d'abord, on va lire. Et comme Zeina, elle raconte son secret, et à la fin de la lecture du livre, je demande maintenant, Zeina a fini de raconter son secret. À vous de me raconter également votre secret. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants, il y a certains qui se mettent même à pleurer, qui racontent justement ce qu'ils vivent à l'école. Je me rappelle, il y avait une petite qui m'avait dit en fait qu'à l'école, ses amis lui disent en fait que elle n'est pas comme les autres, elle est trop maigre, elle est ceci. Il y a certains qui vont me dire en fait qu'on trouve que lui, il est un peu trop efféminé, on trouve que moi, je suis comme ça, je suis comme ci. Et c'est justement ce que je leur dis, c'est que c'est votre particularité qui fait en sorte que vous êtes un héros. C'est votre particularité qui fait en sorte que le fait de ne pas être pareil que les autres, c'est ce qui justement nous montre que vous êtes un héros. Et donc, soyez le héros de votre propre histoire comme Zeina l'est. Et c'est ce qui est, on va dire, fascinant dans mon travail d'auteur. Voilà. Ok, ça c'est magnifique. Et justement, c'est ce type de retour, là, tu as raison, c'est vraiment la partie la plus importante quand on a des retours et surtout quand c'est notre cible qui fait ces retours. Parce qu'il y a je veux dire, il y a des cibles collatérales et autre chose, mais c'est quand notre cible principale nous fait des retours qu'on ressent véritablement ce qu'on a écrit et surtout qu'on sait sur quelle voie, sur quel chemin on se trouve. Alors, ça, c'est parfait. Alors, Jean-Pierre, la poésie, la nouvelle, le roman, ce sont des genres que tu pratiques. Aujourd'hui, nous avons eu deux recueils de poésie. Déjà, tu as d'abord Yanni, ensuite, maintenant, tu as eu Révolution qui est arrivée dans un contexte où c'était très, très approprié. Et aussi sa version en anglais, Revolution. Et voilà. Alors, ton écriture à toi, déjà, je vais dire que tu es prête. Tu es prête et quand tu écris, bon, pour moi qui ai eu déjà à lire certains autres de tes textes qui ne sont pas encore publiés, et quand tu écris, il y a des choses que tu dis, et après on va se demander, mais est-ce qu'il est vraiment prêtre, ce type-là, ou alors c'est le type de prêtre BCBG qu'on a là tout autour de nous, qui a une vie bien, bien, bien cachée quelque part. Alors, il y a ça chez toi. Comment tu écris déjà, et surtout comment tu abordes certains sujets sans toutefois, je vais dire, te sentir coupable de quelque chose. Comment cela se produit en toi? Alors, merci. D'abord, il y a que je ne suis pas né prêtre. Et un être humain qui est inséré dans une vie, inséré dans une histoire, dans un contexte précis, je deviens prêtre dans un processus. Deuxième,
que j'appelle l'unité intérieure entre l'écrivain que je suis, le Camerounais que je suis, donc, parce que mon écriture prend sa source dans mon être camerounais et dans mon être Batoum. Et donc, il y a une unité intérieure entre cette et l'identité de prêtre, de chrétien. Alors, je crois que le fait qu'il y ait une certaine maturité, parce que j'ai quand même 61 ans, la maturité fait en sorte que je crois que l'écriture qui me libère me permet aussi de libérer les autres parce que je puise en moi. J'essaie de regarder les choses non pas telles qu'elles devraient être, non pas telles que les gens aimeraient les voir, bien telles que les gens veulent les voir, mais telles qu'elles sont. Les gens sur moi. La population a un regard comme figé sur le prêtre. On s'attend parce que, bon, fasse la poésie et qui parle des choses de souffrance des femmes, de la violence, du sexe, tout et tout, mais qui parle de Dieu. Alors moi, je crois que c'est parce que beaucoup de gens ne savent pas qui est prêtre, qui est le prêtre. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils croient, qui est Dieu. On a fermé Dieu, on ferme le prêtre dans une sacristie, dans une chapelle. Et puis, il doit sortir de là. Moi, en tant que chrétien d'abord, surtout en tant que prêtre, je me sens comme vivant au cœur de la société. C'est ainsi que je me définis. Non, je ne suis pas devenu prêtre pour m'enfermer dans une chapelle. Ce n'est pas nécessaire parce que je peux être fidèle laïque et m'enfermer dans une chapelle. Mais si je suis appelé au sacerdoce, ça veut dire que je suis en première ligne. Je me considère comme faisant partie du corps d'élite de la société. D'accord. Et bien sûr, c'est important de rester ancré dans cette société-là pour pouvoir transmettre quelque chose. Bien, maintenant que nous avons installé nos auteurs, nos panélistes, nous voyons bien l'approche de chacun et nous allons entrer dans cette approche pour en apprécier l'intimité, pour en apprécier l'authenticité. Parce qu'en face, il y a un lecteur. En face, il y a le lectorat, lui, qui ne demande qu'à être surpris. Parce que le lecteur, il ne va pas se dire, bon, moi, j'aimerais qu'on écrive sur ceci. Le lecteur, lui aussi, il va à la découverte, il va à l'aventure. So, Lydia, I've just heard that you can go in English. That's right. Your mic is not okay. Yes, I'm an Anglophone, but I speak French too. Okay, yeah, that's very good. Do you write in English? Yes, I write both in English and in French. Ah, okay, that's if you great. check my page, you see that I write more in English than in French. Okay, all right. That's good. I searched for your page this morning when I was publishing something, but I didn't. But so because I only had Lydia's name. So by the end of this, we'll have your page and we'll visit it and read what you're writing. That's okay. Okay. Okay, all right. So since everybody's listening and we have both Anglophones, I guess your friends too are following us, and some are not really familiar with French. But that's okay. So we can go in English or in French. It depends on you. I can ask in English and you can reply in French or reply in English. We can switch from one to the other. No problem, okay? D'accord. Maintenant, quand tu écris, il y a cette partie de toi que tu vas donner. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas envie d'écrire? Dans ton écriture, est-ce qu'il y a des choses que tu gardes pour toi et tu te dis, si j'écris ça, c'est un peu trop, ou alors je vais peut-être choquer. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis d'écrire? Non, pas vraiment, parce que moi, j'écris, la majorité de mes écrits sont sur l'amour, la paix et la conscience, surtout la conscience humaine, dans le domaine de spiritualité, domaine de religion et de croyance. Ok, et quand tu regardes le lecteur, quand tu écris, est-ce que tu te dis, les gens vont aimer ce que j'ai écrit? Est-ce que tu te dis ça, les gens vont l'aimer? Ou alors, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis surtout que les gens qui vont lire vont peut-être se retrouver dans mes écritures. D'accord. Est-ce que tu fais un pas particulier vers le lecteur pour savoir ce qu'il ressent? Qu'est-ce que les gens te disent de ton écriture?
La majorité aime mes écritures, ils m'encouragent que je continue dans la même lancée. Est-ce qu'il y a des émotions particulières que les gens te disent, par exemple, tel poème que tu as écrit, ça m'a rendu ma confiance, tel poème que tu as écrit, ça m'a donné envie de croire à nouveau en l'amour, tel poème que tu as écrit. Est-ce que tu as des retours, ces retours profonds des lecteurs qui ont un peu comme un peu comme avec Zénab, où il y a des personnes qui pleurent, même quand on arrive au bout de ce qu'elle écrit, ou bien quand on traverse ce qu'elle propose aux enfants, il y en a qui pleurent tellement ils sont impliqués là-dedans. Alors, est-ce que tu as ce type de retour, des gens qui te disent, tu as changé ma vie, tu m'as aidé à comprendre tel aspect, tel plan. Est-ce que tu as ce type de retour? Oui, j'ai souvent ce type de retour parce que les gens disent que certains de mes mots traversent leur esprit et ça les fait commencer à réfléchir. Ok, tu fais plus de réfléchir. Et par rapport au rêve, est-ce que quand tu écris sur l'amour, les gens te disent, parce que là, oui, il y a le côté réflexion, c'est très important, déjà de toucher les personnes au cœur de certains endroits pour pouvoir les faire évoluer. Alors maintenant, dans le côté purement tout simple, là, est-ce qu'il y a ce type de retour qui te dit, ah oui, ben, quand je lis tes textes, moi je rêve. Je croyais même plus en l'amour et donc ça existe vraiment. Peut-être toi-même, on te prend pour une grande amoureuse et tout. Alors, sur cet aspect, comment ça se passe quand tu écris les textes d'amour particulièrement? Moi, je ne parle pas, je parle de l'amour inconditionnel, surtout d'un amour, si on aime, on grandit ensemble. Donc, c'est ce genre d'amour que je vais transmettre. Et, d'accord. Et comment tu te sens toi-même déjà quand tu as publié, par exemple, sur les réseaux, quand tu as publié sur ta page, et tu relis tes textes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te dis, oui, Lydia, tu es forte, tu avances bien, ou alors tu te dis, j'aurais dû changer ceci, je pourrais faire cela, je pourrais faire. Comment tu te sens face à tes propres textes quand tu les relis, déjà publiés? Non, les textes que je publie d'abord, c'est d'abord des mots que j'ai pensés avant de mettre, parce que l'émotion même, on ne peut pas exprimer l'émotion. C'est maintenant les mots-là, je cherche à écrire les mots justes pour que les gens comprennent. Mais l'émotion même, on ne peut pas le transmettre directement. Ok, d'accord, ok, je comprends. Si je comprends bien ce que tu dis, c'est il y a des textes que tu portes, après il y a des émotions que tu portes, il y a des émotions que tu portes, et maintenant il faut les mots pour faire passer ces émotions, et c'est justement là l'autre grand challenge. Ok, merci. Je vais prendre cet aspect et aller vers Zénab. Zénab, quand tu as, quel est le rapport, quel est ton rapport entre émotion et mots? Comment toi tu trouves les mots pour exprimer tes émotions? Parce que tel que Lydia l'a dit, il y a des choses qu'on ressent. Maintenant, il faut des mots justes. Il faut trouver des mots justes. Et c'est bien d'avoir utilisé les mots justes plutôt que les mots corrects, les mots exacts. Parce que là, il n'est pas vraiment question d'exactitude, mais il faut trouver des mots justes pour faire passer ces émotions. Alors, toi, comment tu t'arranges? Il y a cette petite fille qui a pleuré. Ce texte-là particulièrement qui a fait pleurer cet enfant, comment tu as trouvé les mots pour le dire ou alors pour l'écrire? Comment j'ai trouvé les mots pour l'écrire? Je dirais déjà que c'est parti d'une idée, tout simplement, et en même temps pour révéler au thème de notre panel aujourd'hui, je pense donc je livre. Donc c'est parti d'une idée. Et ensuite, en tant qu'auteur, on se dit qu'on a envie de transmettre quelque chose. On a envie également, si on voit une injustice, on a envie également de faire en sorte que ça puisse disparaître. Bon, pas en tant que chacun essaie de jouer sa partition, hein, de faire en sorte que ça puisse disparaître, de sensibiliser, d'éduquer surtout les enfants pour ma part. Donc on se met à écrire, on pense également aux enfants et à l'impact que ça pourrait avoir. Et ensuite, voilà, de transmettre les émotions également qui vont avec. Parce que déjà, en écrivant, parfois ça peut être aussi un vécu personnel. Pour le cas de la petite Zeina,
on a vécu une injustice, on a vécu également des discriminations. Et donc, nous aussi, on a envie de faire en sorte que d'autres enfants n'aient pas à vivre la même chose ou que d'autres enfants également puissent se sentir, qu'ils sachent en fait qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que nous et que non, c'est pas nous le problème et que nous également, on a notre mot à dire où on peut parler. On n'a pas besoin de se cacher derrière certaines choses ou derrière certains complexes, tout simplement. D'accord. Et là, on dit que... ok, d'accord, merci. Et là, on dit que c'est plus difficile d'écrire pour des enfants que d'écrire pour des adultes. Parce que quand on écrit pour des adultes, on va se libérer, on va écrire les choses parfois comme elles viennent. Mais quand on écrit pour les enfants, il paraît que c'est bien plus complexe parce qu'il faut trouver d'abord les mots qui vont aller à telle tranche. Et surtout, quand on veut faire passer une émotion, on doit s'assurer que l'émotion, ce qu'on est en train de dire, va être compris. Alors, toi, bon, Zinab, je crois qu'elle a, bon, quand elle nous revient, ce sera. Je prends cette même question pour toi, Jean-Pierre. Les mots, quand ils viennent, ils ne, je veux dire quoi? Ils viennent pas en se disant, OK, voici les mots pour les Blancs, voici des mots pour les Noirs, voici des mots pour les Asiatiques, voici des mots pour les Sud-Américains, voici des mots pour les Africains, voici des mots. Donc, des mots, ils viennent tout simplement. Alors, toi, quand tu écris, comment tu sais que sont les mots justes? Comment tu sais quand tu écris? La première chose, c'est que moi, je peux dire que j'ai une écriture en situation. Je n'écris pas pour un public large. Donc, évidemment, le blanc, le latino-américain pourra me lire. Mais j'écris d'abord l'Afrique pour le Cameroun. C'est pour ça que je dis que je suis situé. Deuxième chose, je considère que ma parole est comme un coup de tonnerre qui vise à briser des consciences, le flux circulaire de conscience anesthésiées. C'est-à-dire que pour moi, je vide les évidences qui sont évidentes. C'est-à-dire, on dit, bon, c'est évident. J'interroge plutôt ces évidences pour réveiller. Donc, du coup, les paroles, d'abord, mon écriture vise le débat. C'est-à-dire, je ne viens pas enseigner, je n'écris pas une thèse de doctorat, je n'écris pas des choses que je viens poser une question, ma vision du monde, et pousser au débat. Du coup, les mots qui viennent dépendent maintenant de ce que si j'écris par exemple sur un aspect de la bombe, je prends révolution. Révolution est toute une vision du monde que j'ai et je ne veux pas viser d'abord les émotions. Je vais viser la raison. Si tu veux, je vise la provocation. Il faudrait que, à la suite de la lecture de Révolution, que chacun se dise qu'il y a quelque chose à faire. Que lui n'a pas raison. Et qu'il essaie aussi, lui aussi de proposer sa vision du monde. Donc, les mots sont choisis en fonction. Je n'écris pas pour que le lecteur dise « Oh, Batoumi, il est bon ». Moi, ça ne me satisfait pas. Qu'on dise à la fin. Mais qu'on dise il a raison parce que, donc je vais faire, donc je vais le suivre. Je veux inquiéter, interroger, provoquer, payer. Donc, si à la fin quelqu'un dit oh, mais il dit n'importe quoi parce que l'essence c'est que, par exemple, qu'il réagisse, qu'il écrive. Parce qu'il faudrait qu'il y ait un débat qui s'installe. Et pour une construction, voilà ce que je vise. Bon, maintenant, je peux écrire dans un autre domaine. Par exemple, quand j'ai écrit le recueil de Yanni, je vais prendre quel poème? Je vais prendre le poème qui concerne le prêtre. Parce que je me situe là, dans le présent. Je n'ai pas d'abord envie que les gens aiment le prêtre ou pas. Ce n'est pas ça le but. Mais qu'ils remettent en question leurs évidences, c'est-à-dire leur regard, leurs catégories dans lesquelles ils avaient enfermé le prêtre. Alors, je me présente comme un pont, comme un intermédiaire. Je suis entre Dieu et les hommes. Je ne suis pas Dieu, je ne suis plus totalement homme. Je suis un mystère qui m'interroge moi-même et qui devrait interroger les autres. Donc, j'ai la puissance de Dieu
j'ai la faiblesse humaine. Je voudrais qu'à la sortie d'un tel poème, que quelqu'un se dise, mais au fait, j'avais l'impression que je connaissais tout de près, mais il y a un problème. Le gars là, est-ce qu'il veut nous entuber, nous enfumer, ou alors, mais il y a quelque chose. Moi, c'est ce que je veux. Et les mots, je l'ai choisi comme tel. Alors, évidemment, je ne sais pas faire la sculpture, mais je suppose qu'on passe par petits coups de marteau. Donc, je sais les mots tel qu'il me vient, c'est-à-dire comment dire, je ne corrige pas dans ma tête. Le mot vient, je l'écris. Mais ensuite, en marchant, en réfléchissant, en méditant, ou bien dans la nuit, je me dis que le mot là, ce n'est pas ça. Je ne sens pas ça au fond de moi. Je ne sens pas ça. Parce que peut-être c'est trop intellectuel, mais ça ne parle pas au cœur. Parce que je vise le cœur. Et quand je dis la raison chez nous en Afrique, on ne raisonne pas avec la tête, c'est avec le ventre, c'est avec le cœur. Donc, si c'est trop théologique, parce que je suis théologien, je dis non, ce n'est pas ça. Si c'est trop prêtre, c'est spirituel, c'est comme si j'étais en train de parler des croyants, ce n'est pas ça. Je veux parler à l'être humain. Ce Dieu se trouve là dans l'être. Voilà comment je choisis un mot. Donc, tout un travail d'utilisation, et parce qu'à la fin, c'est le lecteur seul qui peut dire c'est bon. C'est-à-dire le mot est choisi. Parce que le mot, moi, je peux reprendre le même, peut-être le réécrire 10 fois, selon les situations que j'aurais traversées, mais dans le même thème. Donc, vraiment, c'est un travail, selon moi, difficile, mais c'est le lecteur. Puisque moi, j'écris en pensant au lecteur, non pas pour sa sympathie, mais pour le provoquer, le réveiller. Il faut qu'il réagisse. Voilà. Provoquer, réveiller, faire réagir. Je reste avec toi, Jean-Pierre, justement par rapport à la réaction. Quand il y a un de tes lecteurs, même pas un seul, il y a plusieurs de tes lecteurs qui ont plutôt interprété, qui ont pris ton texte, révolution, il nous faut une révolution, et ils l'ont mis dans le contexte politique camerounais, des élections présidentielles. Et justement, nous avons eu un échange là-dessus. Alors, jusqu'à quel point tu vas choisir tes mots ou jusqu'à quel point tu peux contrôler tes mots? Est-ce que les mots, quand tu les as, tu vas te dire, OK, je les ai suffisamment écrits pour qu'ils soient compris, qu'ils ne soient pas déformés, qu'ils ne soient pas détournés. Mais à un moment, tu te retrouves avec des lecteurs qui vont dire, ah oui, c'est bon, ils s'attaquent à la politique. Là. Ils voudraient qu'on se lève, qu'on se batte, et surtout que ça tombe dans ce contexte. Alors, est-ce que tu peux, jusqu'à quel point tu peux contrôler ce que tu vas écrire, toi, pour que le lecteur puisse se contrôler? Est-ce que c'est déjà possible? Moi, je crois que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que chacun voit midi à sa porte. Le livre, comme on a toujours dit, que c'est une bouteille à la mer. Mais il reste que pour celui qui est un lecteur averti, tout le monde sait que le terme n'a de sens que dans un contexte. Et que qui écrit, en même temps qu'il est dans une situation, moi j'insiste sur cela, et il faut tenir compte de cette situation. Et cette situation, on peut découvrir la situation, ce qu'on appelle en écriture, c'est l'intention de l'auteur. On peut connaître l'intention de l'auteur à partir de l'analyse des termes. Il suffit de s'asseoir. Mais on peut faire, bon, aujourd'hui, moi je dis, il y a des gens qui se disent, enfin, qui sont, je ne veux pas dire qui se disent, il y a des gens intelligents qui disent, je fais une lecture transversale. Donc, je prends les mots, je dis, je vois révolution, je vois Colline là-haut, je vois ceci, je vois cela, je vois c'est un prêtre, je sais de lui faire une idée dans ma tête, je dis, c'est ce qu'il a voulu dire. Il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Parce que si, d'abord, quand moi j'écris, je n'écris pas en disant que bon, quand on va analyser, voici ce qu'on va dire. Non. Mais je choisis des termes pour que ces termes-là expriment ce que je veux dire. De la même manière, je crois que le lecteur, comme c'est un tissu. Si tu tires un fil, tu commences à défaire tout le tissu. Il faudrait donc une attention soutenue du lecteur. Une première lecture, une deuxième lecture, une troisième lecture, pour sentir la respiration, pour sentir battre le cœur de l'auteur. Si on se met pas selon moi dans la peau de l'auteur, on passe à côté. Et chacun peut faire dire au texte en lui tout ce qu'il veut. Voilà le danger. Voilà. Mais lorsque on a au moins peut dire voici ma lecture.
c'est clair. Voici. Mais maintenant, tu justifies ça comment? Permettez que j'ai un peu. Alors, quand je suis enseignant d'écriture sainte, alors je dis aux étudiants, ce qui intéresse, ce n'est pas ce que tu affirmes, que Dieu, Jésus, dans ce texte, dit ceci, mais tu le dis sur exemple de quoi? Quel est le verset? Sors-moi le verset qui dit que dans ce texte, voici ce que Jésus veut dire. C'est la même chose. Je prends Révolution, tu affirmes que les violences. Je dis ça à partir d'où? C'est vrai que moi, je suis contre les violences dès le départ. Et je fais donc une nette distinction entre la révolte et la révolution. Si je prends les termes de mon point, il faudra justifier. Si tu es dans le contexte de violences post-électorales, mais c'est manqué de. Il n'a pas lu. Si on fait lu quand c'est manqué, on n'a pas lu. Il faut prendre la peine de ça. Parce que c'était une tentation forte. C'est-à-dire que, mais, parce que moi, j'ai eu la même crainte. Je me suis dit, bon, ok, le dessin a voulu que ça tombe ainsi. Je souhaitais que mon texte paraisse juste un peu avant les élections. En même temps, je dis que le dessin fait ce qu'il veut. Maintenant, ça tombe en plein. Je dis, ça tombe bien. Plus ou moins, ce que je vis, c'est le débat, le réveil. Que quelqu'un s'assied. Alors, lorsque à Balafon me donne l'occasion de m'exprimer, je crois que bon, là, maintenant, j'attends que certains disent, OK, on est d'accord, on avance, mais non, nous sommes toujours pour la révolte. Mais on ne peut pas contrôler les trucs que les autres vont faire de l'eux. Ce n'est pas possible. D'accord, merci beaucoup Jean-Pierre. Zénab, je reviens vers toi, toujours avec cette préoccupation. Ton écriture, déjà, comme je disais, on dit que c'est plus difficile hein, d'écrire pour des enfants que pour des adultes. Alors, comment tu t'assures que tu es en train d'écrire pour la cible? Qu'est-ce qui te dit que les mots que tu utilises pour cette cible-là sont justes pour elle et qu'elle va les recevoir? Oui, je dirais que écrire pour les enfants, c'est encore plus compliqué que d'écrire pour les plus grands. Donc, et justement, ce qu'il faudra prendre en compte ici, ce sont déjà les émotions des enfants. Et également, j'ai lu un texte de Laurence Marianne, qui est également une écrivaine jeunesse, qui disait que quand on écrit pour un enfant, c'est 2 fois plus compliqué que d'écrire pour un adulte. Parce que justement, quand on veut parler de l'émotion, quand on veut transmettre une émotion concernant les enfants, elle a donné un passage d'un livre où on disait que euh, l'éléphant voit le lion, le lion voit l'éléphant. Et l'éléphant également, voyant le lion, continue de... je n'ai plus le texte en tête, mais justement pour voir en fait que contrairement aux plus grands, ou on va dire aux adultes, quand on écrit, c'est un peu plus simple pour moi. Avec les enfants, il faut mettre un peu plus d'émotion. Et également, j'ai parlé aussi du côté des images, parce que pour moi, les images, ça joue beaucoup. Et c'est pour ça que quand je décide de l'illustrateur avec lequel je vais travailler, je vais prendre le soin de m'assurer que les images véhiculent, en tout cas les émotions que je veux transmettre aux enfants. Que l'image, dès que l'enfant va voir l'image, qu'il ait envie déjà à travers la couverture de lire le livre, parce que les enfants sont beaucoup attachés aux images. Et donc, déjà, je prends le soin on va dire, de m'appuyer beaucoup sur les images et également au niveau de la structure, que ce soit assez clair. Parce qu'avec les enfants, c'est un peu plus clair parce que les enfants ils n'ont pas le temps de chercher beaucoup. Également, le vocabulaire. Je prends le soin que le vocabulaire soit assez, on va dire, précis, qu'il n'y ait pas trop de mots inutiles parce que ce sont les enfants. Avec les enfants, j'essaie également de faire en sorte que les dialogues soient un peu plus faciles à comprendre, de faire en sorte qu'il y ait des surprises, de faire en sorte de maintenir également l'attention de l'enfant tout au long de la lecture du livre. Et je dirais également qu'écrit pour les enfants, c'est de faire attention également à ce qu'on transmet dans le livre.
parce qu'il faut faire attention à ne pas faire la promotion de la violence dans le livre. Il faut faire attention également, parce que ce sont des enfants, à utiliser un langage qui est approprié pour les enfants. Quand on écrit pour les enfants, il faut faire attention également, parce que avec les plus grands, ils pourront avoir une opinion déjà de, comment on appelle ça, en lisant le livre, alors qu'avec les enfants, c'est l'auteur qui est en train de transmettre également des valeurs aux enfants. Donc, c'est très, on va dire, il faut vraiment faire très attention en écrivant pour les enfants, tout simplement. D'accord, ok, ça c'est noté. Et justement, ça c'est le regard, de l'adulte. Ça c'est l'adulte qui va devoir faire très attention et tout. Quelqu'un m'a demandé une fois quelle était ma recette pour, en fait, qu'est-ce que je pourrais donner comme recette pour pouvoir réussir une écriture. Déjà, d'après mon observation, toutes les lectures que je fais, je leur dis les auteurs qui passent le plus facilement ont deux choses. Ils ont une âme d'enfant et un cœur de femme. Après, bon, bien sûr, le journaliste m'a demandé, et l'homme, dans tout ça, la place de l'homme, c'est où? Donc, moi, je dis parce que l'homme devient très vite adulte. Et c'est pour ça qu'on parle, on recherche l'homme. Mais moi, j'ai parlé de l'âme de l'enfant. Il faut avoir une âme d'enfant et un cœur de femme. L'âme d'enfant, justement, parce que en restant dans cette situation, on a un regard plus large, on a un regard plus grand et on a un meilleur sens de détail. Les adultes sont focalisés sur certains points et ils en oublient d'autres. C'est pourquoi certaines personnes disaient, je vais dire Marguerite Duras par exemple, qui disait, quand certaines personnes ont fini d'écrire, il faut qu'elles écrivent maintenant parce qu'elles ont oublié d'écrire. Donc ça, c'est propre aux adultes. Parfois, ils oublient d'écrire. Ils ont terminé leur manuscrit de 200 pages et ils ont oublié de l'écrire. Donc ça arrive très souvent. L'enfant n'oublie pas. L'enfant, c'est la mémoire. Et maintenant, le cœur d'une femme, pourquoi? Parce que ça préserve. Il faut se souvenir et il faut stabiliser, il faut préserver. Donc voilà. Et toi maintenant, quel est l'enfant que tu deviens? Comment tu fais pour rester enfant? Parce que tu ne vas pas faire attention tout le temps. Zénab, quand tu écris, tu ne vas pas passer tous tes livres à faire attention à ceci, à faire attention. À un moment, il faut que l'enfant soit à sa place. Alors l'enfant, toi, comment tu le préserves? Alors, l'enfant en moi, il faut dire que c'est déjà en lisant les autres auteurs, je garde l'enfant en moi. Ça me permet aussi de m'améliorer, ça me permet aussi de comprendre, de voir ce qui se fait sous d'autres cieux ou dans d'autres pays avec d'autres auteurs. Et également, le fait de rester en contact avec les enfants. Et moi, déjà, je travaille dans le domaine de l'éducation également, donc ce qui fait que c'est quand même assez aisé pour moi de pouvoir écrire pour les enfants. Parce que, vous voyez, quand il y a une situation, je me rappelle une fois, j'ai écrit un texte à cause de, on va dire, à travers une situation que j'ai vécue avec mes élèves. Et quand j'ai terminé d'écrire le texte et que j'ai transmis justement aux enfants, qui étaient tellement émerveillés de ce que j'avais écrit, qui eux-mêmes en ont pris parce que j'avais également gardé les noms de chacun. Donc, le fait d'être toujours en contact avec les enfants me permet aussi de garder mon âme d'enfant. Et aussi le fait d'organiser des activités, parce que les activités de lecture que j'organise, c'est dans les écoles. Je vais à la rencontre des enfants, des élèves, dans les écoles en collaboration avec les inspections de l'enseignement primaire, ou encore ça peut être aussi parfois dans des collèges, mais avec les plus petits. Donc ça me permet de garder mon âme d'enfant en lisant, en étant déjà en contact tout le temps avec les enfants, ce qui me permet justement de voir un peu ce qui se passe de leur côté, de voir également ce qui ne va pas. Et il faut savoir aussi que j'ai été enfant. Et c'est en lisant, j'ai une auteure que j'aime beaucoup, Fatou Keïta, on va dire que c'est un peu la personne qui m'a donné envie aussi d'écrire. Quand je lisais et que justement elle arrivait à transmettre ce que moi je ressentais en tant qu'enfant en ce moment-là. Donc ce qui me permet, je me dis en fait que c'est magnifique le travail qu'elle fait, le travail qu'elle continue de faire en tant qu'auteur et nous en tant qu'enfants qui lisions à l'époque. Donc, pour moi, c'est tout ce qui me permet de garder mon âme d'enfant, on va dire. Je vais dire, c'est tout un atelier de t'écouter, Zénab, et ça, j'en suis satisfait. Je n'étais pas encore là, mais déjà, je vais dire, je te vois écrire. Je te vois écrire, je vois tes dispositions, et c'est tout un atelier. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu as déjà eu des enfants ou alors leurs parents qui t'ont dit qu'on ne comprend pas certaines choses, il y a des mots qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu as déjà eu est-ce que tu as eu cela et comment l'as-tu ajusté?
Qu'on ne comprend pas, ça par contre, non, parce que déjà au niveau du vocabulaire, ce que je fais à chaque fois, c'est qu'à la fin, il y a un lexique où on donne l'explication des différents mots pour permettre aussi aux enfants d'enrichir leur vocabulaire. Maintenant, par contre, il y a parfois des retours des parents qui... Ce que j'ai reçu, j'étais sur un plateau télé pour parler du livre justement, et la dame qui était avec moi, qui était très contente de m'écouter, par contre, c'était plutôt... Elle voulait également que je puisse lui donner des conseils pour son enfant, comment est-ce qu'elle devrait faire pour que son enfant puisse s'intéresser également à la lecture parce que elle voyait ou elle voit en fait l'intérêt justement pour les enfants de s'intéresser à la lecture dès qu'ils sont petits parce que c'est aussi mon expérience que je partage dans les livres. En étant petite, moi, mes parents m'ont initiée à la lecture. Ils ont voulu que je lise et je pense que c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir transmettre aussi aux enfants. C'est ce qui me donne envie de pouvoir transmettre. Je sais l'impact que ça a eu sur moi et donc c'est ce que j'ai envie aussi de transmettre aux enfants, l'importance de la lecture. Donc cette dame-là qui m'a dit qu'elle voudrait également que je coach son enfant pour pour que son enfant puisse lire, aimer la lecture et devenir aussi, chez nous en Côte d'Ivoire, pour devenir aussi grand que donc voilà, c'est ce type de retour que j'ai, des parents qui sont très heureux de ce qu'on fait. Ou encore, parfois, j'ai aussi reçu des retours de s'ils pouvaient avoir un tome 2 voilà, du livre, parce qu'ils voudraient que ça se termine d'une autre manière. S'ils pouvaient avoir un tome 2 parce qu'à la fin de mon livre, justement, ce que je dis, c'est que la petite Zéina, qui au départ avait son handicap qui l'empêchait de parler correctement, grâce à la lecture, elle réussit justement à parler correctement et elle participe aux activités de son école. Elle initie également d'autres enfants à la lecture qui voudraient également que ça se termine d'une autre manière ou aussi d'autres personnes. Généralement, ce type de retour, c'est plus des parents ou aussi qui voudraient que voilà, le prochain livre puisse sortir ou encore par rapport aux images. Voilà, par rapport aux images, par rapport à la disposition des images pour eux. Voilà, c'est ce type de retour, on va dire, que j'ai eu. La plupart du temps, c'est plus des parents. D'accord. Je vais rester avec toi. Dis-moi maintenant, euh, à quel moment as-tu décidé d'écrire? Je veux dire, à quel moment tu t'es dit, il faut que mon livre, il faut que j'ai un livre, il faut que je mette ceci en livre. Est-ce que tu as été inspiré et d'un coup tu t'es dit, bon voilà, je suis inspiré, je vais écrire quelque chose, je vais aller chez un éditeur. Il t'a fallu combien de temps, si tu peux t'en souvenir, entre le moment où tu t'exerces à écrire lui où tu vas publier ton premier livre? Il faut dire qu'il a fallu beaucoup de temps avant que je me fasse sortir un livre parce que j'ai commencé à lire depuis la classe de primaire, on va dire quand j'étais au CE1. Et chaque mercredi, mon papa nous demandait d'aller à la bibliothèque. Et la bibliothèque n'étant pas loin, parce que mon papa est également inspecteur de l'enseignement primaire, donc la bibliothèque était juste à côté. Et dans l'inspection, il y avait également une bibliothèque qui faisait que chaque mercredi, en Côte d'Ivoire, les mercredis, il n'y a pas cours. Donc chaque mercredi matin, il fallait aller à la bibliothèque, il fallait lire. Et quand tu finis de lire, il faut également raconter l'histoire que tu as lue à la bibliothécaire. Parce que ça, c'est important. Tu ne peux pas lire, dire que tu as terminé de lire et puis sortir comme ça. Donc, il faut raconter ce que tu as lu, également la morale de l'histoire. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et moi, j'ai commencé à aimer la lecture. J'aimais beaucoup ce que je lisais. J'aimais beaucoup et ça me permettait de m'évader. Je voyais que ce n'était pas pareil avec ce qu'on avait dans la vie réelle. Je vois les images surtout. J'étais beaucoup fascinée par les images, ce que racontait, ce que je lisais dans les livres, ce qui me permettait aussi d'être très forte en dictée. Donc, c'est parti de là. J'aimais beaucoup, beaucoup lire. Et mon papa aussi, pour faciliter ça, m'achetait aussi, quand il voyait que je lisais encore plus, m'achetait des magazines pour enfants que je lisais à chaque fois. Donc, après ça, je n'ai pas tout de suite envie d'écrire. Moi, ce qui me fascine en ce moment-là, c'est plus ce que je lis dans les livres, c'est plus ce que je vois dans les livres, c'est plus les nouveaux mots que j'apprends, et également, on va dire, la dictée, ma manière d'écrire qui s'améliore. Donc là, tout de suite, j'ai pas envie d'écrire. Et après ça, le collège, j'arrive au collège, je m'intéresse à, peut-être, on va dire, à la poésie. Et après ça, je n'ai pas envie de publier ce que j'écris parce que je me dis, bon, c'est vrai que j'aime la poésie, mais j'ai pas forcément envie, je
j'ai pas envie d'écrire pour les plus grands. Donc, je continue comme ça jusqu'à ce que un jour, on va dire, c'est plus quand j'arrive à l'université, je commence à écrire. Donc, j'écris plusieurs livres pour enfants. Et après ça, je décide maintenant d'avoir envie de publier le livre. Donc, c'est parti de là. Donc, c'est pas tout de suite après avoir lu un livre que je décide. J'ai lu beaucoup de livres pour enfants, en tout cas quand j'étais enfant. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie parce que ce que j'apprenais dans les livres, ce que les auteurs me transmettaient, pour moi, c'était quelque chose. Parce que je voyais aussi que j'étais assez différente niveau, on va dire, expression orale avec les autres et même expression écrite par ma façon de parler, de m'exprimer. Je voyais que c'était assez différent avec les autres qui ne lisaient pas. Et pour moi, chaque fois qu'il fallait lire, j'étais la plus heureuse du monde. Donc, c'était important aussi, surtout que aujourd'hui, la lecture, c'est pas trop le point fort avec l'avènement on va dire, d'Internet et tout. Les gens n'ont pas forcément envie de lire. C'est vrai qu'avant, c'était encore plus. Il y avait peut-être, les gens aimaient un peu plus lire, mais maintenant, avec l'avènement de l'Internet et tout, il y a ce qu'on perd là. Et donc, je me dis que faudrait également que j'apporte ma pierre à l'édifice et pouvoir contribuer aussi à ce que d'autres enfants puissent avoir envie de lire, garder également ce que moi, mes parents m'ont donné pour qu'eux également puissent avoir ça. Et pourquoi pas contribuer de cette manière également à faire avancer les choses et puis à éduquer également d'autres enfants. Donc, c'était ça l'objectif. Super intéressant. Donc, je vais rappeler. Là, nous avons traversé déjà la 5 minutes. Nous avons traversé la moitié on a fait la moitié du parcours. Et le thème global de Sablo, c'est de cette deuxième édition, je pense, dont je livre. Voilà. Et qui est aussi le thème de cet échange. Donc, vous avez jusqu'au 30 novembre, donc dimanche, pour nous suivre et participer, contribuer. Après, faire vos suggestions. Vous pourrez écrire à colittérature@gmail.com. Donc, voilà, c'est sur les affiches. Tous les contacts sont là-dessus. Vous pouvez nous écrire. Et nous saluons toutes les personnes qui nous ont rejoints, Nadège, Amina, Camila, tous les autres. Donc, merci de continuer à nous suivre. Et voilà. Alors, allons un peu plus dans cette intimité. Ce que tu nous as dit, Zénab, était super, c'est très intéressant. On en a beaucoup appris déjà et on a aussi retrouvé un parcours qui est commun à plusieurs auteurs, celui du cadre dans lequel on grandit avec des livres tout autour, avec la famille, avec des bibliothèques. Donc, bon, certains ne les ont pas connus. Lydia, toi, dis-moi, maintenant, nous allons passer un peu au côté appréhension, un peu les diverses peurs. Quand tu écris, est-ce que tu t'es dit, avant de publier ton texte, avant de publier un texte quelque part, les gens ne vont pas aimer? Est-ce que tu as eu peur de publier ces textes par rapport à ce que les gens pourraient penser? Déjà, on va te dire, est-ce que tu as eu peur qu'on te dise que c'est même pas de la poésie? Oui, au début, j'avais cette peur, mais plus maintenant parce que pour moi, j'ai constaté que j'exprime mieux les émotions des autres que mes émotions à travers mes poèmes. Intéressant. Et les émotions des autres, je veux dire, et là, tu fais preuve d'une grande empathie, tu fais preuve de beaucoup d'empathie, déjà pour pouvoir te mettre à la place des autres, les vivre et pouvoir les retranscrire. Mais qu'est-ce qui te dit que ce ne sont pas tes émotions dans le fond? Qu'est-ce qui te dit que c'est juste le reflet de ce que toi-même tu es quand ils deviennent ce qu'ils deviennent après tes écritures? Est-ce que c'est pas juste le reflet de ta propre personne? Peut-être non, peut-être oui. Mais qu'est-ce qui te dit que ce sont leurs émotions et pas les tiennes? Parce qu'ils me disent souvent que, mais c'est comme si je suis entrée dans leur âme avant d'écrire. Tout à l'heure, Jean-Pierre a dit, il suffit d'être humain. On est juste, est-ce que c'est pas parce que tu es humaine que tu connais ces émotions et non parce que c'est, je sais pas, peut-être une divination ou peut-être le fruit de l'inspiration ou autre chose. Est-ce que c'est pas parce que tu es humaine, justement, que tu arrives à écrire ce qui se produit, ce qui survient de la vie d'un être humain? Parce que tu es simplement humaine, Lydia. Oui, peut-être je suis humaine. Peut-être je suis humaine ou peut-être j'ai trop d'empathie pour les gens. Je ne sais pas.
Donc, tu es cet J'ai auteur naturel. jamais posé cette Ok, question. ok, d'accord. Alors, c'est juste naturel. Tu écris juste ce qui te vient. Tu ne penses pas, tu n'as pas besoin d'un visuel particulier. Donc, tu te dis, OK, je suis, donc je livre. Alors, tu vas nous faire reconfigurer le thème. Hein. Ce sera plus je pense, mais ce sera je suis, donc je livre. Donc, je crois que c'est ce qui te correspond le mieux. L'être que tu es, c'est tout simplement cet être que tu envoies sans autre forme de pensée. Et je veux rappeler à ceux qui nous suivent que ça n'a rien à voir avec, avec ta jeunesse, avec cette nouvelle entrée dans l'écriture, mais ça a tout à voir avec l'être humain que tu es, justement. Voilà. Et je vais vraiment suivre tes pages et lire ces émotions parce que l'écriture naturelle est celle pour laquelle on travaille le plus. Jean-Pierre, justement, parlant d'écriture naturelle, c'est quelque chose que tu défends beaucoup en te disant, à chaque fois tu dis, l'être doit exprimer, l'être exprime, papa doit l'être exprime tout simplement ce qu'il est, c'est sa nature d'être qui va exprimer et non une prétention d'être en train de vouloir résoudre un problème ou toute autre chose, c'est d'abord cela. Et c'est un autre être humain qui va nous recevoir. Alors, quand tu écris, j'ai lu Yanni, j'ai lu Révolution, j'ai lu les autres textes, j'ai lu 3 autres textes qui sont en cours d'édition. Comment l'être humain se stabilise dans une plume pour que cette plume ne soit pas un produit de prétention. Oui, comme je le disais, tu l'as bien repris, vraiment, il faudrait qu'il y ait une unité intérieure. C'est vrai qu'on a dit, je pense, livre, mais pour livrer une production littéraire n'est pas une activité intellectuelle au départ. Comme je disais, il s'agit d'une thèse à défendre, avec des idées bien agencées, accables, logiques, non. Un livre, c'est un partage, mais le partage de d'abord le partage des idées, mais le partage d'un morceau de vie, un lambeau de la déchirure intérieure. Et il y a comme certaines béances à travers lesquelles va filtrer la lumière de l'existence. C'est ça que je lis. C'est-à-dire que chacun, bon, quand je commence à écrire, peut-être je prends par là, je commence à écrire la poésie au moment où je crois les adolescents généralement ont un journal intime. Moi, je n'ai pas un journal intime. Mon journal intime, c'est les poèmes que j'écris. Et je les écris pas au départ pour publier. Je crois que ceux qui publient, c'est des êtres extraterrestres. Donc, je ne me voyais pas. Mais c'est pour m'exprimer, me confier à quelqu'un et fixer gamme, ou alors mon regard sur quelque chose. Mais lorsque rapidement, au fur et à mesure que les circonstances de la vie me permettent de revenir sur moi, je rencontre des gens comme toi, des jeunes Callisto et tout, je dis, mais parce que moi je suis de nature, je me remets en cause. En tant que théologien intellectuel, je me pose. Qu'est-ce qu'il me dit? Parce que moi je n'ai pas étudié la littérature, j'ai beaucoup lu, j'ai étudié l'exégèse, l'interprétation de la Bible, mais pas la littérature. Encore qu'il y a chemin. Qu'est-ce qui me dit que je fais de la poésie? Alors, je vous fais et je participe à un concours encouragé par ma fille Calice Laurence. Lorsque je reçois les félicitations du jury, mais pour moi, ça signifie félicitations, ça dit que mais tu peux écrire. Ok, je rassemble les choses que j'ai là, je laisse souvent plusieurs lectures et je publie. Mais je partage mon expérience. Je partage des morceaux de vie. Il suffit que quelqu'un soit capable de lire, et ça c'est le rôle de quoi, par exemple, la critique littéraire, d'analyser à fond, il va retrouver mon âme là-dedans. Donc moi, je ne crie pas, je n'ai pas de thèse à défendre. Ce que j'ai dans le cœur, ce que j'ai dans le ventre, c'est ça que je partage. Et je crois que c'est ça qui doit atteindre l'autre. Et comme disait Lydia, il faut que l'autre se sente délivré. Parce que quand tu dis, c'est comme si tu étais mon âme. C'est ça la délivrance.
tu te dis, tiens, il y a quelqu'un qui pense comme moi. Il y a quelqu'un qui voit les choses comme moi. Il y a quelqu'un qui ressent les choses comme moi. Il y a quelqu'un qui exprime les choses. Moi, je n'ai peut-être pas encore la force, le courage d'exprimer, mais voilà quelqu'un qui a exprimé ce que moi je ressens également. Donc, c'est pour moi, c'est cela ce partage-là des morceaux de vie. Et lorsqu'il n'y a pas ce partage de morceaux de vie, lorsque moi, comme lecteur, maintenant je prends la place d'un lecteur, lorsque je ne sens pas que l'auteur est en train de partager une partie de son histoire, je dis qu'il manque d'authenticité. Et c'est pour cela que je fais un lien être écrivain et avoir une certaine épaisseur humaine qu'on doit partager. Sinon, c'est une masturbation intellectuelle. Tout le monde peut produire des idées. Mais est-ce que c'est quelque chose à mettre au lecteur dans le domaine de la littérature pour une interrogation? D'accord. Et pour ce dernier point, déjà d'abord, déjà en rappelant, bien sûr qu'il y a tout un parcours, il y a tout un processus, il y a toute une observation, il y a pas mal de choses à mettre tout autour quand on va publier quelque chose. Et le lecteur, c'est pour lui qu'on écrit. On écrit pour le lecteur. Ça, on va publier. On écrit pour soi, c'est par ricochet que ça touche les autres, mais c'est pour seuls les autres qui vont donner vie à ce qu'on a écrit. Sinon, on va rester avec sa pile de livres dans sa chambre et puis mourir là-dessus et ne jamais rien avoir. Donc, Lydia, le lecteur, si on te demande aujourd'hui de définir le lecteur, toi, qu'est-ce que tu dirais? C'est qui ou bien c'est quoi un lecteur? Tout d'abord, le lecteur, c'est celui qui lit d'abord dans le public général. Et maintenant, le lecteur, le lecteur, c'est maintenant celui qui lit et ressent et à l'auteur. D'accord. Et quand tu écris, est-ce que tu penses à ce que le lecteur va dire? Oui, je pense souvent à ce que l'auteur peut dire que peut-être ce n'est pas bien ou peut-être c'est bien ou elle a dit ceci c'est faux ou elle a dit ceci c'est vrai ou peut-être elle peut être vraie, elle peut dire peut-être je ressens peut-être quelque chose que si j'implémente je serais content dans ma vie. Est-ce que ce que le lecteur pense ou peut penser conditionne ce que toi tu écris? Non, parce que moi j'écris juste ce qui me vient à l'idée. Oui. D'accord. Et si maintenant, voilà, il y a un processus éditorial quand on veut. Bon, déjà, il y a notre ami Zénab qui essaie de se reconnecter. Donc, Zénab, je vais te demander d'essayer à nouveau, s'il te plaît. Je te vois, mais le temps que je puisse te remettre en ligne. Donc, essaye à nouveau. Mais, il y a un processus éditorial. Donc, tu vas rencontrer un éditeur, tu vas déposer un manuscrit qui sera un recueil de plusieurs de tes poèmes. Et à ce moment-là, son comité de relecture, son équipe éditoriale reviendra vers toi avec des remarques et ceci et cela. Et est-ce que tu te dis qu'on pourrait un jour te dire que bon, ça c'est pas bien écrit, ça il faudrait refaire, ça il faut reformuler, là il faut faire tel autre chose. Et quand tu te, si jamais tu te retrouves face à cette situation, bah disons, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, tu ne vas plus écrire juste ce qui te vient et le publier sur les réseaux. Tu vas devoir écrire pour l'édition. À ce moment-là, est-ce que tu cesseras d'écrire ou tu te diras, c'est ce que l'éditeur veut, ou alors tu vas te défendre en disant non, c'est le lecteur a toujours apprécié ainsi, donc tu ne changeras pas et tu chercheras plutôt à changer d'éditeur. Quelle est l'attitude que tu auras à ce moment, au moment où on te dira qu'il faut commencer à changer ici, changer là, vérifier ceci, vérifier cela dans ton écriture? Tant que ça exprime les émotions que je veux transmettre à travers mes poèmes, ça va pour moi. Mais si ça change tout et ça détruit tout ce que je veux exprimer, je ne suis pas d'accord par cela.
Ah, d'accord, ça c'est très intéressant parce que c'est bien sûr parce que c'est toi qui écris, mais l'éditeur lui il connaît aussi le marché. Ou bon, on va supposer qu'il connaît le marché va supposer qu'il connaît surtout ton écriture et qu'il va t'orienter dans le sens de ton écriture. Mais toujours est-il que Zénab, tu vas rencontrer des critiques, tu vas rencontrer des relecteurs et des gens qui diront tel endroit ce n'est pas suffisamment fait, tel autre c'est pas. Bien sûr, tu as déjà ton retour à toi. Tu as déjà un public qui est là. Et ce qu'on peut demander aux éditeurs aussi, c'est de considérer déjà les publics. Un éditeur qui va, par exemple, sur Internet, lire les commentaires qui sont sous les textes ou les publications de ces auteurs, ça devrait l'orienter quant à ce que cela peut prendre. Donc, dans cette pensée, pour les vrais éditeurs, se dit, OK, l'éditeur, je ne vais pas juste rester dans mon bureau, bon, il y a des textes qui arrivent, mon comité me dit, celui-ci passe pas. Mais est-ce que je connais mes auteurs? Déjà, il faut connaître ses auteurs. J'aimerais bien t'entendre, Zénab, sur la question. Malheureusement, il va falloir que tu te reconnectes à nouveau parce que tu es en coulisses, c'est clair. Mais j'arrive pas à t'introduire. Jean-Pierre, je vais te prendre sur ce point. Alors, l'édition, c'est l'édition qui est l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. L'édition se trouve. Est-ce que dans ton parcours, déjà, oui, ton parcours, tu vas me dire, oui, bah, arrête mon parcours, il est encore tout jeune, et ceci et cela. Mais dans ton parcours, est-ce que tu as eu l'impression que parfois l'éditeur n'a pas compris ta démarche? Bon, alors moi, de façon générale, je me dis comme ça, je suis un intellectuel. Et pour moi, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la confrontation des idées. Je suis ouvert à ce que ce n'est pas ça, mais qui me disent en quoi c'est cela et que je puisse exprimer que je fais le choix de ceci et cela. Deuxième chose, je crois que, et comme disait Lydia, lorsque la remarque vise à toucher ma vision du monde, c'est très compliqué, je change. Parce que comme je dis, mon écriture est un partage de morceaux de vie. Ça me dit de changer de vision, c'est comme si tu m'as dit de me suicider. Je ne peux pas le faire. Maintenant, par contre, au niveau de l'expression, au niveau du choix des termes, je peux l'accorder. Bon, moi, je dis, je fais confiance. Tu es éditeur, tu as un comité de relecture. Ce sont des gens, ce sont des professionnels. Ils sont dans le monde de la littérature. Moi, je suis novice. Et puis, même si je n'étais pas novice, je ne suis pas professionnel dans tous les cas. Je ne suis pas de formation littéraire. Donc, je fais confiance. Mais chaque fois, moi, je suis défendre chaque terme. Parce que je trouve que j'ai mis un morceau de ma vie derrière ce terme. Maintenant, si celui qui est en face me montre d'une part qu'il a compris mon univers et m'explique pourquoi est-ce que ce terme, il propose que ce soit changé, moi, je n'ai pas de problème. Puisque moi, c'est ma vision du monde. Pourquoi? Parce que une fois que je suis publié, je serai face à plusieurs lecteurs, donc à plusieurs sensibilités. C'est quand même une grande responsabilité que de vouloir proposer un même terme sur sur une situation, sur un morceau de vie, à plusieurs sensibilités. Donc, c'est pour ça que je dis que le directeur et son équipe, ce sont des professionnels. Ils essaient de trouver des mots pour, tant que ça ne tord pas le coup à ma vision du monde, sensibilité, comme disait Lydia, moi, je marche. Je marche. D'accord, ça c'est très intéressant. Je reste avec toi pour approfondir un peu. Parce qu'il y a la vision, justement tu parlais de la vision du monde, donc c'est la vision de l'auteur, il y a la vision de l'éditeur. Bon, l'éditeur, c'est au choix, parce qu'il faut avoir que le compte d'auteur a fait invertir la littérature. Le compte d'auteur a poussé les éditeurs à accepter des textes avec lesquels ils ne sont pas en accord. Tout simplement parce que l'auteur a de l'argent qui va mettre là derrière. Et finalement, ça va ils vont essayer de toucher ici, toucher là. Et on a vu des auteurs ne pas reconnaître leur propre texte après publication parce qu'ils n'ont pas lu le BAT et après ils sont surpris, ils disent que non, mais ça, c'est pas ce que je voulais exprimer. Et ça, je l'ai vécu lors d'une dédicace où l'auteur découvrait son propre livre. Donc, j'ai vu ça à plusieurs dédicaces, là où les auteurs, quand ils
on leur demande de lire des extraits, tourne au hasard, et puis tu vois l'auteur qui bloque. L'auteur qui bloque parce qu'il n'a pas lu le BAT, donc il ne sait même pas ce qui a été modifié dans son texte. Alors l'auteur, il ouvre le texte, et puis là, il bloque. Il n'arrive plus à avancer, il n'arrive pas à avancer, et on lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Et il va murmurer à côté, le micro était ouvert. Non, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit. Bon, ça, on l'a entendu. Non, et ça, on l'a entendu parce que, en fait, l'éditeur a accepté un texte qu'il n'aurait jamais accepté s'il avait été à compte d'éditeur. Mais comme c'était à compte d'auteur, il a pris, mais il a ajouté, lui, sa propre vision. Il a altéré le texte, il a altéré la vision de l'auteur, déjà, par rapport à ça. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on livre? Il y a ce qu'on pense d'un côté et ce qu'on livre de l'autre. Et entre les deux, il y a l'éditeur qui va se trouver. Toi, maintenant, je veux dire, bon, il nous reste 20 minutes, on peut déjà entamer la descente vers la sortie. Donc, là-bas. Qu'est-ce que tu dirais aux éditeurs d'aujourd'hui face aux auteurs? D'abord aux éditeurs, ensuite au public. Parce que ce sont les deux personnes qui sont les deux groupes qui ne sont pas toujours en accord avec la pensée que l'auteur veut livrer. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux éditeurs dans un premier sens comme conseil et puis dans un second temps aux critiques, aux critiques parce que les lecteurs ordinaires, bon, en général, on les laisse dire ce qu'ils veulent parce qu'on dit c'est leur livre, ils l'ont acheté, bon, en fait, mais les critiques doivent être plus profonds. Donc, l'éditeur et les critiques, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, moi, d'abord, la première chose, aux deux, il faut le respect de l'auteur. Il faut le respecter. Et il faut aussi le respect du lecteur. Ensuite, je pense toujours comme un contrat. Nous sommes dans une même aventure. Il faut que parler de John Venture. Donc, l'éditeur a quelque chose à gagner. C'est pour ça qu'il a sa ligne éditoriale qui lui permet de gagner la suite. En même temps aussi, les critiques, normalement, ne devraient pas avoir de créneau. Ils devraient seulement avoir pour la qualité du livre et, comment dire, la mise en lumière de l'écrivain. Donc, normalement, ils doivent être du côté du lecteur. Tout ce qu'ils doivent dire, ça devrait être pour aider le lecteur, l'écrivain à s'améliorer, à mieux s'exprimer. C'est pour cela que lorsqu'on corrige une copie d'étudiant, on souligne ce qui a été bien et on souligne aussi ce qui a manqué, ce qui a à parfaire. Et là, le travail est... Nous sommes, je crois, dans un continent comme le nôtre, j'ai la c'est que notre continent est en construction. Et comme je l'ai dit dans l'évolution, c'est parti sur la culture. Il y a un travail qui ne doit pas... Pardon? Je dis que pour, on situe bien les choses. Quand tu parles d'un continent comme le nôtre, tu parles de l'Afrique, pas du Cameroun. Je parle... je pense au Cameroun, mais je parle de l'Afrique. Ok. Ce sont comme même si on veut nous imposer des choses, on dit que nous sommes en état. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Nous sommes en construction et, comme je disais dans la Révolution, sur lequel nous devons bâtir, c'est la culture. C'est pour la construction de notre continent, c'est la culture. Donc, l'éditeur, étant l'éditeur que les critiques et l'auteur doivent avoir la même vision, se sentir en mission, comme moi, comme écrivain, je me sens en mission. J'ai un rôle à jouer. Je n'écris pas d'abord pour qu'on vende, pour que je reçoive de l'argent. J'écris pour être lu, comme je l'ai dit dès le départ, pour créer un débat, pour que notre littérature soit dans la lumière et qu'on sorte de la colonisation, passez-moi l'expression, de la littérature étrangère où on ne cite presque jamais quand moi j'écoute. C'est là d'entendre bon, les écrivains, les auteurs cités pour afficher leurs connaissances, citer Mongo Betty et les autres Moutlon, etc., etc. C'est toujours Dumas, etc., etc. J'ai dit, mais ça fait des siècles. Bon, peut-être pour ceux qui sont jeunes, mais moi, ça fait toute une partie de ma vie, je n'ai fait que lire ces gens. Pour moi, ça suffit.
C'est pour ça que je me fais un devoir de lire les auteurs camerounais et africains. Pour les autres, bon, je vais passer la moitié de ma vie à l'aide. Oh, bien sûr, bien sûr. Alors, Lydia, quelles sont tes lectures? Parce qu'il faut bien fonder ton écriture hein, sur quelque chose. Et c'est vrai, tu écris, mais la poésie, tu as dû en lire déjà avant de commencer à écrire toi-même des choses. Ou alors tu écrivais déjà et après tu as découvert que c'était de la poésie. Comment ça s'est passé? Quelle a été ta rencontre avec les lettres? Tu lisais la poésie avant quand tu étais un peu plus petite ou un peu plus jeune et ou alors tu t'es mise à écrire et plus tard tu as découvert que ce que tu écrivais, c'était de la poésie. C'était comment déjà? D'abord, depuis l'école primaire, j'aimais beaucoup lire des livres et surtout les livres d'histoire, des novellas et surtout regarder des films ou parfois des films. Et après un certain temps, j'ai juste commencé à écrire des choses. Parfois, ça semblait un peu connecter des mots, non? Connecter des mots. Après, j'ai même écrit certains poèmes, certaines histoires quand j'étais au collège. Et après, c'est après en seconde que j'ai écrit mon premier texte de poésie. Que j'ai montré à mes amis et ils ont beaucoup aimé. D'accord. Lydia, je vais rester avec toi pour cette question de Kitabo. Je vais la dire autrement. Maintenant, si on sait qu'un livre peut transformer, évidemment, tu nous as parlé des expériences hein, qui ont été données après la lecture de tes poèmes. Tu nous as dit ce que ton lectorat te disait, ce que les lecteurs ressentaient, comment ils vivaient ta plume. Alors, si, vu qu'on sait qu'un livre peut transformer la société, maintenant, si la pensée qu'il porte n'est pas livrée au bon public, au bon moment et dans le bon format, comment évaluez-vous l'impact réel des œuvres que vous livrez? Donc, toi, par exemple, comment tu sais que tu t'adresses à un bon public ou bien tu t'adresses juste à tout le monde quand ça te vient de t'adresser? Est-ce que tu te dis, j'écris pour ce type de personnes ou alors parfois, est-ce que tu as écrit un jour, tu t'es dit non, c'est pas le moment de publier ceci, ou alors tout ce que tu écris, tu publies directement. Comment tu procèdes? Est-ce que tu attends ou bien quand c'est bon pour toi, tu publies? Normalement, j'ai plusieurs poèmes que j'ai écrits, mais j'ai seulement publié certains. Parfois, je retiens certains et je publie certains. Donc, en espérant que ça trouve le bon public. Ah, ok, en espérant que ça trouve le bon public, parce que là, je crois que oui, Kitabo parlait justement de ce bon public au bon moment. Oui, donc, si je te comprends bien, ton écriture, c'est quelque chose que tu envoies, c'est un souffle. Et maintenant, tout le monde va aspirer, et certaines personnes pourront être inspirées. C'est ça ta démarche. Donc, tu ne calcules pas, tu ne cibles pas, tu ne te dis pas, bon, j'écris seulement pour ci ou bien pour ça. Oui. Les personnes qui seront touchées seront touchées. Oui. D'accord. Jean-Pierre, la même question pour toi. Maintenant, comment toi tu procèdes? Est-ce que tu te dis, j'écris, je veux prendre révolution par exemple, il nous faut une révolution. Et bien sûr, c'est un texte qui a plusieurs, c'est un poème fleuve déjà, mais qui a plusieurs extensions. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Je prends ce recueil-là particulièrement parce qu'il est très dense et surtout il est intense. Alors, comment tu as procédé? Est-ce que tu t'es dit, cette chose-ci, tout le monde en a besoin, donc j'envoie tout le monde, ou alors tu t'es dit, il y a un public bien précis que je veux atteindre. Qu'est-ce que tu t'es dit? Alors, je crois que je me suis adressé à tout le monde. Pourquoi? Parce que même chacun de nous a son dit. Chacun a sa trame de l'histoire. Mais nous nous retrouvons dans la passion. Pourtant, mon intégration, ma méditation sur l'histoire du continent, donc du Cameroun, précisément, je me pose une question. Comment faire pour s'en sortir? Quel est le problème? Et l'idée, c'est comme ça qu'il nous faut une révolution.
Et je fais des jets. Et justement, au fur et à mesure que j'écris, comment ça va se faire? Et c'est comme ça donc les différents cycles vont se retrouver. Moi, je parle de ceux qui sont en première ligne, les artistes, comme je les appelle. Ensuite, je vais convoquer les responsables religieux. Je vais cibler la famille. C'est autant de cibles. Donc, c'est au fur et à mesure de l'inspiration de la rédaction que cela vient. J'ai dit, ça m'a pris près. Oh, j'écris d'abord. Il fallait d'ailleurs trouver forme. Ouais. J'ai voulu. Mais moi, je ne suis pas syndicaliste, je ne suis pas. Je me sens d'abord poète dans mon âme. Mais maintenant, comment le faire de façon politique sans que ce soit, que cela atténue, selon moi, la portée de l'idée. Et j'écris comme je sais. Donc, une poésie en prose, mais qui est de façon intense, comme tu le dis, ce que j'ai. Et maintenant, je dis, bon, à quel moment? Mais ça, mon éditrice sait que je l'ai un peu postulé. Que moi, il faudrait que, parce que c'est lorsque je rencontre Tiens, nous sommes en allée électorale et qu'on va beaucoup se centrer sur le débat politique. Alors que moi, je dis qu'il faut déplacer le curseur pour revenir sur la culture. Je dis, ça tombe au bon moment. Parce qu'il faudrait quand même que notre sujet de débat, notre thème de débat. Et je pense que j'ai été reçu à Radio Balafon. Parce que là, bon, même si ça arrive au niveau après les élections, bon, au moins ça s'inscrit dans la trame de l'histoire. Donc, tout le monde est ciblé. C'est ce format. J'ai voulu ça un peu comme le livre vert de Kadhafi. Donc, quelque chose qu'on puisse avoir dans qu'on lit une fois, deux, trois, il dit même quoi c'est, puis on ressort. Ah, mais il y a une phrase qui m'a touché, on revient dessus, on s'interroge, bref, on se dit, il faut que je prenne le débat. Moi, D'accord. Ok. Et il y a Calix Laurence qui va poursuivre en extension, justement. Calix, je vais prendre sa dernière question. Comment un auteur peut-il garantir que son livre ne sera lu et acheté que par le bon public? Est-ce que c'est d'ailleurs possible de te dire qu'il n'y a que les personnes que tu cites qui vont acheter ton livre? Non, moi, c'est quoi le bon public? C'est quoi le bon public? C'était ça la première partie de sa question. Comment l'auteur reconnaît-il le bon public? Non. Chaque être humain a de la valeur et chaque être humain compte. C'est-à-dire que moi, jeune, me dit pas je veux révolution, je lui donne. Je l'ai offert à un jeune ici de mon quartier, jeune étudiant de 18 ans, parce qu'elle m'a dit qu'elle aime de la poésie. Je lui ai dit voilà. Et je lui ai dit le retour. Donc moi, je ne fais pas la sélection du public. Je n'écris pas jamais pour les intellectuels, jamais. Même si j'aimerais que les universités se saisissent de ce que j'écris, parce que peut-être ça peut apporter quelque chose. Chaque cœur doit réagir. Lorsqu'on veut construire, comme c'est selon moi, on ne peut pas, tu n'as rien. On ne peut pas porter les groupes de pierre et il y en a qui peuvent porter un gobelet d'eau. Tout le monde ne peut pas, mais il y en a qui peuvent faire la cuisine. Chaque contribution est importante. Chaque être humain dans le public compte. Voilà. D'accord. Il y a un commentaire une question de Zidane Adris, mais je vais d'abord prendre la question parce que pour Zidane, c'est un peu plus dense. Je vais prendre la question de Kitabo que j'affiche justement là. C'est comment espérez-vous que votre texte touche si vous ne vous adressez à personne? Déjà, je vais prendre Lydia. Lydia, dis-moi un peu, comment espères-tu que ton texte va toucher des gens? Comment tu vas le disposer si tu ne l'adresses à personne? Donc, comment tu écris déjà, dis-moi, pour que ça touche du monde? Là, maintenant, je crois que Kitabo voudrait en savoir un peu plus sur votre écriture en elle-même, à l'intérieur d'elle-même. Alors, dis-moi, Lydia, dis-nous comment tu fais pour que ton texte touche alors que tu ne t'adresses à personne? D'abord, je n'ai pas élaboré un plan pour que ça arrive dans le public, mais
Avec le temps, ça, parce que en ligne, les choses en ligne partent virales souvent. Donc, je pose souvent sur ma page et après, à un certain temps, peut-être ma page va devenir virale, que ça touche plus de personnes. Oui, et ce que je voudrais savoir, c'est comment tu fais pour que ça touche même déjà une personne alors que tu ne t'adresses à personne. Qu'est-ce que tu leur écris ou alors comment tu écris? Donc, je partage souvent le lien de ma page. D'accord. D'accord. Alors, oui. Oui, tu vas partager le lien. En fait, tu vas produire ton texte et tu vas envoyer le lien à diverses personnes, bien à divers groupes, peut-être dans des groupes WhatsApp, des choses comme ça, pour que les gens aillent lire et que tu obtiennes des retours. D'accord. Je crois que ce serait intéressant vraiment de te lire et comme ça, on pourra, c'est ce que je vais dire. Et ta page, même justement, c'est quoi? Parce que je crois que Kitabo, comme moi, on voudrait bien te lire, mais ta page, c'est comment on te trouve sur Facebook, par exemple? Ma page, c'est Beauty. J'ai oublié le nom exactement, mais je peux partager le lien dans. Ok. Si tu peux l'écrire en commentaire, tu peux écrire en commentaire parce qu'il y a une phase, il y a une phase commentaire. Si tu peux écrire ça en commentaire, comme ça on pourra facilement te retrouver. Si tu veux mettre le lien en commentaire. Ok. Ok, c'est parfait. Alors Jean-Pierre, maintenant il y a un public qui est vaste et tu te dis, en écrivant Révolution, je reviens sur Révolution, en écrivant Révolution, est-ce que tu t'es dit, je vais toucher du monde? Si oui, comment tu as disposé ton texte pour toucher du monde? Pardon, ou alors tu te dis, il y a des gens déjà qui sont là et qui ont ceci à cœur, et voici ces personnes, je les touche, donc j'écris pour ces personnes-là. Donc, qu'est-ce que tu te dis quand tu l'écris? Est-ce que tu l'adresses à quelqu'un? Est-ce que c'est juste une bouée comme ça? Tu dis, OK, je n'envoie personne, quelqu'un recevra. Pas parce qu'on n'a pas. Ce n'est pas parce que je ne m'adresse pas aux intellectuels que je m'adresse à personne. Non. Je prends une révolution. En écrivant Révolution, je m'adresse à tous les Camerounais. Pourquoi? Parce que la situation sociale concerne tout le monde. Et je vais faire le tour. Les jeunes vont en parler, les jeunes vont en parler à leur manière, les étudiants à leur manière, ainsi de suite. Maintenant, au sein, ça c'est le point de départ, au cœur du poème, je commence à cibler, à interpeller des personnes pour leur dire, ceci vous concerne. Ceci vous concerne. Je dis dès le départ, nous avons regardé du côté, l'on est du côté de la colline. C'est-à-dire, détournons notre regard. En dehors de la colline, descendons où nous nous trouvons tous. Et on va faire comment? Il faudrait qu'on te dise, voici ce qu'on va faire. Et moi, je fais des propositions. Et dans ce cas, je ne suis pas seul, j'ai une vision. Je dis les acteurs culturels, allons-y. Pourquoi? Parce que le sculpteur, je ne sais pas quoi, le peintre, chacun exprime quelque chose. Qu'on se mette ensemble pour qu'on ait un bouquet de lumière. Ensuite, je vais m'adresser aux familles, au papa, à la maman, aux enfants, aux jeunes, à la révolte. Le sang qu'on va verser ne va même pas servir pour la construction. Il y a un monstre marin qui peut s'en servir. Il faut le laisser mourir de sa propre mort. Je vais m'adresser aux responsables qu'au lieu de se faire la chapelle parce qu'on veut des fidèles, tout et tout, il y a la masse immense des Camerounais qui ont autant de brebis qui ont besoin de ressources. Il y en a pour tout le monde. Je m'adresse à chaque Camerounais. Parce que si on regarde seulement les acteurs culturels, c'est comme si on regardait de nouveau la colline. Si on regarde seulement les responsables, mais il faut que chacun, ça va, je parle d'une évolution intime, spirituelle, qui touche au cœur. Donc, je ne cible pas quelqu'un parce que moi, je suis contre le messianisme. Pensez qu'il y a un messie qui descend du ciel pour nous. Jésus a ouvert la voie du salut. Mais ce n'est pas lui qui dit, bon, ok, il est mort là, ça va. Il me dit, si tu veux, tu me suis. C'est ensemble que nous pouvons. Donc, je m'adresse à tout le monde et en mettant en exergue
des personnes particulières qui pourraient être comme des moteurs de l'idée que je propose. On ne peut pas écrire D'accord. Ok. Ok, là on est arrivé officiellement déjà, là, on est au thème de ce programme, mais je vais prendre 10 minutes supplémentaires parce qu'il y a certaines préoccupations. Ce qu'on ne pourra pas prendre, ça va juste être lu après parce que les questions resteront sur la plateforme, resteront sur Facebook, sur le compte acolyte Facebook, donc on pourra toujours y répondre après. Alors Zidane Adis demande si il n'y aurait pas une autre façon de livrer ses pensées. Est-ce que l'écrivain va toujours se contenter d'écrire? Est-ce que l'écrivain ne fera toujours qu'écrire? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il pourra... et il soutient cela en disant que le monde fait face à une crise montante de la lecture. Donc, face à cela, est-ce que l'écrivain ne peut pas faire autre chose que d'écrire pour livrer ses pensées? Jean-Pierre. Bon, l'écrivain ne peut que d'abord écrire. Ensuite, il va c'est le sens du saplo. Comment faire pour que mes le public, c'est pour ça qu'on parle des médias, c'est pour ça qu'on parle des éditeurs, c'est pour ça qu'on parle de la promotion littéraire, c'est pour ça qu'on parle de l'association. Ensuite, ou bien, je parle il faut une épaisseur humaine lorsqu'on est écrivain. Épaisseur humaine, ça veut dire qu'il faut de l'engagement, un engagement social de soi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vendre ma publication, mais je vends mon idée. Parce que je veux que les gens ensemble. Donc, ce n'est pas possible d'être écrivain et de rester dans son... Une fois que j'ai écrit, bon, je prends mon cigare, je fume, je regarde la télé en attendant que les idées viennent. Ce n'est pas comme ça comment je vois l'écrivain. Ce n'est pas comme cela. C'est comme un vendeur d'illusions. Il faut qu'il se mouille. Qu'il se mouille le maillot. Ça veut dire qu'il ne vient, il n'est pas au cœur de la trame de l'histoire. Je dis quelque part que l'écrivain n'est pas voilà, l'écrivain n'est pas un spectateur qui regarde les autres jouer leur rôle. Non. Parce que même lorsqu'il semble regarder les uns les autres jouer leur rôle, il est déjà en train de tenir son propre rôle ou ses propres rôles. Et il faudrait qu'il y ait une unité intérieure de l'écrivain. Même si cette unité tient à un fil, à un mot, qui prouve que je suis écrivain, je suis citoyen, je suis prêtre, je suis bassa, je suis. C'est tout cela qui doit me traverser et qui va à la rencontre des autres. Donc, si j'écris, je dis, bon, c'est aux autres de voir comment ça va marcher. Ce n'est pas ma vision. Ce n'est pas ma vision. D'accord. Ok, ça c'est super. Pour ceux qui veulent lire les textes de Lydia, dont vous avez déjà son nom qui s'affiche au-dessus, c'est Adjongako Lydia. Et vous pourrez aller dans les commentaires, cliquer sur le lien qu'elle a mis et voir ce qu'elle écrit. Et comme ça, vous ferez une meilleure idée. So, Lydia, tell me, what do you expect from an African reader or from a reader in Africa today? What do you expect from him when he's having your poetry, when he's reading you online, or maybe once you have a book? So what do you expect from a reader? What I expect from a reader, I don't really expect really much, but I really expect for readers, for Africans especially, to read more because it's in books that we really see real value. Okay, that's good. So is it the way you're writing? Are you writing about that value, and are you feeling that you have the readers that you want? Yes, I feel that at least what I write is certainly going to reach the right readers. Because most of my followers are Africans. Okay, and people abroad reading you too, are they commenting? What are they saying about your work? I've not really. Most of my followers are Africans, I said, but I don't really have many followers as from now because I don't know my speech is a bit restrained. Okay, all right, it's okay, but you keep writing, you keep growing. And when do you think you will publish a book? I asked you the question offline, but now I'm here. I'm asking for everybody wants to know, when are you going to write a book? Do you feel ready
for that? Yes, I feel ready for that, and certainly by next year. Okay, that's the next step. Okay, that's good. So good to hear. And I believe that we're going to read that book, and we're expecting, not that we're expecting something special from you, but we're expecting something that you have written. And considering what you've said, it's going to be interesting to read you and to have a better idea of what it is. But after this, I'll go and read what you have on Facebook, what you have online, and it's going to be really okay. I'll come back to you with some feedback and some remarks on what you're writing. So, Jean-Pierre, le lecteur africain d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce qu'il doit faire? Je veux dire, qu'est-ce que tu attends du lecteur africain d'aujourd'hui? Le lecteur africain, que la lecture, que sa lecture ne soit pas seulement dans un temps de début. Que les époques a lu des interrogations jusqu'à l'Afrique ne peut pas se construire. L'Afrique ne peut pas se construire. Cela n'est pas possible. A des influences que ce n'est pas une révélation. C'est seulement leurs intérêts, au sein desquels nous sommes seulement des chiffres qui permettent d'avoir. Pendant que nous parlons de survie, ils vont parler de luxe. Donc, le lecteur africain doit se sentir conforté dans la construction. Pendant longtemps, j'ai l'impression que le lecteur africain a cru à un messianisme. Il y a eu Senghor, il y a eu Aimé Césaire, il y a eu Sankara. On est en attente. Que non, ils vont faire quelque chose. Tous ensemble. C'est pour ça que moi, je me base sur la culture. Si nous commençons à mettre en valeur nos danses, nos pensées, nos proverbes, nos peintures, notre art en général, si nous commençons à lire nos auteurs, à les mettre en valeur, pas toujours dire que bon, lui n'écrit pas comme telle personne, ne peut écrire comme l'autre personne. Et moi, j'ai envie que mes confrères écrivains écrivent comme les Européens. Non, parce que nous ne sommes pas dans le contexte européen. Donc, le lecteur africain doit accueillir ce que nous écrivons, quitte à trouver que non, ici, il y a telle ou telle chose à améliorer. Il faudrait que le lecteur africain, à partir, sur la base de ce qu'il a lu, se dise qu'est-ce que moi je dois faire? Quelle est ma contribution? Puisque lui, c'est sa contribution, c'est sa première contribution. Moi, le lecteur africain, quelle est ma contribution à moi à la construction de notre continent? Comment consommer africain? Parce que ça, c'est le point important. Comment consommer africain dans tous les sens du terme? Lorsque nous allons commencer à consommer africain, nous sentirons le besoin de produire africain et le tout sera joué, à mon humble avis. Justement, oui, parce qu'on parle tout le temps de cette reconstruction d'authenticité et de retourner à ses valeurs, de retourner à ses racines, de puiser au cœur d'elles. Et bien sûr, ça, il faudrait que les auteurs commencent par proposer des choses qui vont inspirer les lecteurs dans ce sens. Parce que plusieurs fois, on rencontre Je suis allé une fois dans une école, c'était en 2014, lors de la journée de l'écrivain d'Afrique. De 2014, je suis allé dans une école et il y a une petite fille, une fille de 6e, qui m'a dit qu'elle ne lit pas des auteurs africains. Elle lit Victor Hugo, elle lit Paulo Coelho, elle lit d'autres, elle lit pas mal. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Pourquoi tu ne lis pas les auteurs africains? Est-ce qu'on n'avait pas des livres d'auteurs africains à la maison? Elle m'a dit, il y en a, il y a Mongo Betty, il y a Saint-Benetsman, que ses parents ont laissé là, en fait, que les gens ont laissé là, il y a ça chez eux. Mais elle lit beaucoup plus les autres. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle me dit, c'est à cause de l'écriture. Les autres, je comprends plus facilement leur écriture. C'est que les Africains, quand ils écrivent, ils compliquent le français. Donc voilà, quelque chose qu'on m'a dit. Et on a eu un héritage qui n'a pas été très bon. Je veux dire, l'héritage en lui-même n'était pas un problème. Mais c'est comment on a reçu les Senghor, les Césaire et tous les autres là.
tout le monde à un moment se dit, pour que ce soit de la littérature, il faut que ce soit surfait. Donc, il faut que ceci, il faut cela, écrit comme ces grands pros, comme ces professeurs. Mais j'écris, ces gens écrivaient leur rang de professeur. La littérature, c'est ce que chaque personne écrit là où elle se trouve, avec ses conditions. Et il n'y a pas de modeste conditions quand on va écrire. On ne va pas dire non, moi j'écris modestement parce que mon gobeti. Non, non, non. C'est le même niveau. C'est l'implication de chacun par rapport à son écriture qui va faire la différence. Mon gobeti écrivait du mon gobeti. Donc, chacun. Oui, oui, vas-y. Il y a ce complexe dont nous parlons tous. Le complexe pour l'écrivain, le complexe du côté du lecteur, le complexe du côté de la fille. C'est-à-dire, à présent, beaucoup sont convaincus que ce qui est produit par l'Europe, c'est ça qui est de meilleure qualité. Mais on oublie que... Et d'autres qu'on va trouver compliqués, oui. Voilà. On oublie que pour en arriver à la qualité, il a fallu du temps. Mais il a donc fallu que des gens prennent déjà ce qui était produit, qu'il y ait des retours, qu'il y ait même des rejets. On ne peut pas prétendre qu'on ne connaît pas. Si tu ne prends pas un livre, si tu me fais un devoir de lire camerounais, si tu ne prends pas un livre écrit par un Camerounais, tu ne peux pas dire que les écrivains camerounais ne savent pas écrire. Tu le dis sur quelle base? Tout simplement parce qu'ils sont camerounais. Si tu ne prends pas un produit camerounais, parce que c'est mauvais, mais pourquoi c'est mauvais? Parce que c'est camerounais. Il y a un problème de fond. C'est pour ça que je parle de la culture, de l'identité, de l'authenticité. En réalité, notre problème est beaucoup plus profond que ce qu'on essaie de nous montrer, qu'il suffirait d'avoir de bons dirigeants politiques pour que ça marche. Ça ne marchera jamais. À leur gré, ils vont continuer à faire de nous des esclaves économiques et politiques. Nous ne penserons jamais par nous-mêmes. Ce sera toujours par procuration. Tant que nous ne partons pas de notre culture, de notre sol, donc de notre boue. Tout le monde trouve plaisir à dire que c'est dans la boue qu'on trouve le diamant, mais c'est dans notre misère qu'il y a la valeur africaine. Ayons le courage de plonger les mains dans cette boue, de nous essuyer le visage avec cette boue. Ensuite, le diamant va apparaître. D'accord. Oui, je crois que c'est sur cette grande pensée que nous allons introduire les mots de fin parce que là, nous avons pris au-delà des 10 minutes qui ont été ajoutées. Donc, voilà, Lydia. Alors, quel est ton dernier mot, ton conseil pour les lecteurs, pour ton futur éditeur? Enfin, quel est ton conseil déjà pour des personnes qui reçoivent l'écriture? Quelle attitude elles doivent avoir? Quand on lit, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu attends du lecteur, toi, qui lise, en termes de mots de fait, mais en termes de conseils cette fois-ci, quel conseil tu peux donner à un lecteur par rapport à ton écriture? Lydia, ton micro. D'abord, je peux dire que le lecteur doit beaucoup lire et essayer de comprendre ce que l'auteur voulait dire dans ses écrits et aussi donner sa part de contribution. D'accord. Jean-Pierre? OK. L'auteur. OK, c'est entrecoupé du côté de Lydia, mais c'est bon, on a suivi ce que tu as bien compris, ce que tu voulais dire. C'est de prendre le temps de lire. Ce que tu recommandes au lecteur, déjà, c'est de prendre le temps de lire, de comprendre l'auteur et justement maintenant de voir si cette vision, elle est partagée ou pas. Et autant pour l'éditeur aussi, c'est d'abord de comprendre le lecteur. Ça, c'est très bien noté, Lydia. Merci, Jean-Pierre. Voilà. Le mot de fin, nous sommes un continent qui est en construction ou en renaissance, comme c'était MD. Mais toujours est-il que cela passe par la quête véritable de son identité ou la redécouverte de notre identité. Et dans ce domaine-là, la culture et précisément la littérature est en première ligne. Il nous faut une révolution. Tout le monde doit y participer.
Et il nous faut une révolution. C'est ce qui continue de trotter dans les têtes. Je dirais à Kitabo que nous avons d'autres panels qui dit que je crois que des écrivains de souche pure qui ne font qu'écrire serait difficile à trouver de nos jours. Je vais dire déjà non, parce que ils sont de plus en plus nombreux. On les trouve de plus en plus facilement, mais la lecture, où se situe le problème? Parce que, je vais dire, c'est un peu comme les salles de cinéma qui ferment un peu partout chez nous, alors que ceux qui ont créé les lecteurs DVD, ceux qui ont créé Internet, ont des salles qui ne font que pousser. Déjà, donc on retrouve, des lecteurs sont toujours là. Parce qu'on va dire, par exemple, donc, bon, il y a le numérique qui est arrivé, mais les autres ne se posent même pas la question. Les livres sont toujours là, les écrivains sont toujours là, on les trouve toujours. Ailleurs, ils ne se posent pas la question. On ne se demande pas si ceci va renverser tel, on sait que ça ne le fera pas. Ça vient contribuer à quelque chose. Donc, les écrivains de souche pure, vous n'avez qu'à aller en librairie, vous n'avez qu'à observer les sorties, les parutions. Il y a de plus en plus, on les trouve. Mais maintenant, la lecture, c'est tout autre chose. Si vous voulez soulever la question de la lecture, c'est autre chose. Mais je crois que nous avons d'autres panels. Continuez à les suivre et vous allez, parce qu'on aura des distributeurs, des diffuseurs qu'on aura dans nos prochains panels. On aura le livre pour enfants, on aura des jeux, on aura pas mal d'autres choses. Donc, continuez à suivre et vous serez très bien renseignés. Bien, je vais vous dire merci d'avoir suivi. Merci Jean-Pierre, merci Zénab, malgré la connexion qui ne t'a pas permis de terminer le programme avec nous. Donc, merci tout le monde. On se retrouve tout à l'heure quand il est 16h heure du Cameroun pour un nouvel échange. Et cette fois-là, bien sûr, nous serons avec promotion littéraire depuis l'Afrique, impact et perspective mondiale. Donc ça, Kitabo, je crois que ça va t'intéresser. Il faut que tu arrives à suivre ce programme-là. Donc, à très bientôt, 16h heure du Cameroun, tout à l'heure.